Donc, à l'occasion, voilà, maintenant de laisser la parole à Philippe, donc, qui va nous parler de cette passionnante histoire du H1N1 et je pense nous apprendre beaucoup de choses sur la parenté avec, je suppose, la crise actuelle. À toi, Philippe. Merci Vincent. Ben, écoutez, je vais vous raconter une histoire un peu sur les non-leçons du H1N1. Vous verrez qu'en titre à la conclusion, si effectivement il y a eu des leçons qui ont été tirées de cette première pandémie du 21e siècle, ou finalement si c'est une ignorance de cette intelligence collective, parce que vous allez avoir beaucoup d'intervenants. J'ai évidemment pas de conflit d'intérêt. On parlera d'observation, de balance bénéfice-risque, et puis l'image à droite, on parlera donc des conflits d'intérêt. Alors je me propose ni plus ni moins de vous lire in extenso les 680 pages de ce rapport. Et puis on terminera, si vous êtes toujours réveillé, par les 140 pages du résumé. Voilà, en fait, non, mais c'est le challenge de ce soir, c'est en fait de vous parler de quelque chose avec que ce qui a été écrit sur ces rapports. Il n'y aura pas une virgule, il n'y aura pas un caractère qui soit de moi. Tout ça, tout ce que vous allez lire, c'est in extenso, pas in extenso, enfin en tous les cas, c'est contenu dans ces rapports et on vous mettra des liens pour lesquels vous pouvez vous les obtenir, soit par mail, soit par la poste. Voilà, alors il y a donc eu en 2010 48 auditions. Le lien, vous l'avez en dessous et normalement, il devrait circuler au bas de la diapositive pour vous procurer le contenu de ces 685 pages. Alors, dans ces 40 auditions, il est bien évident que je ne vais pas vous les donner toutes, mais il y en a quelques-unes qui sont intéressantes parce que vous verrez que l'analogie avec ce qui se passe en 2020-2021, eh ben, il y a un air de ressemblance. C'est comme s'il y avait un petit galop d'essai qui avait été fait il y a une dizaine d'années. Et on commencera donc par ce qu'avait dit à ce moment-là notre ancienne ministre et puis un certain professeur qu'on voit beaucoup sur les plateaux télé. Et puis je vous dirai un peu ce que moi j'avais été dit puisque j'avais été auditionné. Et puis Tom Jefferson, qui était un cadre de ce qu'on appelle la Cochrane Library, qui faisait référence, qui faisait référence en termes de recommandations. Et puis un certain Didier Raoult, et puis Christian Perron et Jean-François Delfrézy. Et puis Roselyne Bachot qui est revenue. Alors, il y aura énormément de textes parce que je ne voulais surtout pas supprimer et mettre des phrases comme ça sans l'intégrer dans un contexte. Donc, je me contenterai de vous conter ou de vous lire sur tout ce qui est en rouge. Donc, il y a pas mal de diapos. L'intérêt de montrer ces diapos, c'est que quand vous pourrez les revoir cette vidéo en replay, eh bien, il suffira de faire pause pour que qu'on preniez connaissance du contenu exact. Alors, je me permettrai de temps en temps d'élever la voix pour ceux qui se seraient endormis. Voilà, donc c'est ce rapport 685 de Alain Milon était donc le rapporteur et cette première pandémie, comme l'a désigné l'OMS, qui avait été redoutée comme une forme très grave et qui avait été finalement mis en péril 18 personnes, 18 000 décès dans le monde, dont 312 en France, 312. Et vous verrez que c'est un peu un chiffre étonnant quand on voit les prédictions qui avaient eu lieu. Et donc, cette pandémie H1N1 n'avait rien du tout à voir avec ce qui avait été annoncé du H5N1. Alors, ce qui est intéressant, finalement, c'est une des premières auditions, puisqu'il y en a eu deux, de Madame Roselyne Bachelot. Alors, François Autain, qui était donc le maître de cérémonie, le président de cette commission d'enquête. « Madame, y a-t-il des membres de votre cabinet qui ont eu des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique ?» Je ne peux pas vous apporter cette réponse par écrit. Les membres de mon cabinet sont un certain nombre, il faut que je consulte les CV. Et c'est pas parce qu'un expert travaille pour un laboratoire que son expertise n'est pas valable ou qu'elle est orientée. Les Prus, c'est l'établissement de préparation de réponse aux urgences sanitaires, comme marqué en bas, face à l'attitude des laboratoires qui rejetaient sur l'État toute responsabilité due à l'utilisation des produits. On voit bien ce qui se passe actuellement en 2021 par rapport au vaccin, y compris celle concernant les conséquences d'aléas de fabrication. Et il faut souligner qu'un lien d'intérêt n'est pas forcément un conflit d'intérêt. L'important, à mes yeux, de pouvoir disposer de règles claires et de gestion de ces conflits d'intérêts. Alors, François Autain, le Haut Conseil de santé publique, il disait que pour être efficace, il fallait qu'un vaccin doive intervenir pas moins d'un mois, un mois après la circulation du virus. Vous posez une question capitale, monsieur François Autain, celle de la protection générale et la protection individuelle.
Voilà, on ne résoudra pas le problème ce soir. Mais c'est vrai certains ont dit qu'il suffisait de vacciner que la moitié de la population pour en protéger l'ensemble. Et si on parlait un peu du Tamiflu, le Tamiflu, c'était l'oseltamivir, un antiviral, mais qu'il fallait utiliser, disait Didier Houssin, directeur général de la santé à cette époque, si possible dans un délai très rapide, car il a été démontré que ces antiviraux sont d'autant plus efficaces que les délais d'administration est précoce, dans les 48 heures par exemple. Alors comme antiviral, on sait bien qu'en 2020-2021, eh bien, on en a eu d'autres qui n'étaient pas classés comme antiviraux, mais qui avaient des fonctions d'antiviral. Et donc, il fallait les appliquer très vite dans la maladie, dans les 48 heures. Chose que maintenant, il semblerait que ça soit plus trop le cas. Alors, on observait que les personnes hospitalisées en réanimation, eh bien, justement, n'avaient pas reçu de traitement antiviral, ou alors trop tard. Et donc, il faut utiliser largement ces antiviraux, y compris dans un contexte préemptif, où le traitement n'est non plus prophylactique, mais un traitement à dose curative pendant une durée brève. Regardez où notre regard se tourne. Et regardez même ce qui s'est passé en Chili. C'est en grande partie grâce à une utilisation large de ces antiviraux en période précoce. Mais d'ailleurs, j'ai demandé j'ai participé à la création de ces agences de santé, les ARS, justement pour qu'on puisse mutualiser les moyens entre hôpital, la médecine de ville, le médico-social, l'assurance maladie, leurs rêves. Je rappelle qu'on était en 2010 et on voit ce que ça a donné en 2020. Parce que il faut réfléchir à cette organisation sanitaire en temps de crise qui doit reposer sur une structuration dormante, capable de se réveiller, de devenir opérationnelle au moment d'une crise sanitaire. Antoine Flao, il était directeur de l'école des hautes études santé publique à Rennes. Alors, c'est exact, j'ai été membre du conseil d'administration du LEM. Le LEM, c'est l'organisation professionnelle des entreprises du médicament. Ça ne représente pas pour moi un conflit d'intérêts. Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il faut qu'il y ait intérêt, et je n'ai jamais obtenu le moindre intérêt financier, ni direct, ni indirect, par le LEM Recherche. Oui, mais il existe des partenariats, par exemple avec l'Institut d'études politiques, la chaire santé, avec le groupe Ipsen, Sanofi Aventis, et vous cherchez, paraît-il, à vous rapprocher de la Générale Santé. Oui, nous avons divers types de partenariats à l'école des hautes études santé publique. Et nous avons mis en place pour cela des partenariats avec des organismes de formation, qu'ils soient publics, privés. Mais aujourd'hui, on n'a pas de partenariat direct avec l'industrie pharmaceutique. Mais nous serions ouverts à cette idée pour certains projets. Mais, M. Flao, vous ne pensez pas que le financement de certaines études par l'industrie pharmaceutique ne porte atteinte à l'indépendance de l'enseignement qui pourrait être dispensé à cette occasion? Les choses sont toujours plus compliquées, mais il s'agit d'enseignement, M. Flao. Aujourd'hui, je n'ai pas directement l'expérience de la participation du secteur pharmaceutique, mais je préfère que ce soit des professionnels, des industriels de la santé qui viennent expliquer eux-mêmes leur métier. Monsieur Flao, vous évoquiez la possibilité d'avoir des milliers et des milliers de décès, et notamment 30 000 en France. Vous avez jeté la panique, non? La grande difficulté, je reconnais, c'est peut-être la compréhension des phénomènes. Mais vous en faites encore des prévisions. Nous étions en 2010. Et vous n'avez pas peur de vous tromper? Si, j'ai peur de me tromper. On peut dire que pour la grippe H1N1, il n'existait pas de connaissances solides permettant d'apprécier l'efficacité d'une stratégie vaccinale de masse de la population. Mais seuls nos modèles mathématiques le montraient. D'ailleurs, ce que j'ai publié indique que l'immunisation de 30% de la population, et pas 100%, 30% de la population est suffisante pour enrayer une pandémie. Ah bon? Ça aurait changé en 2020, 2021? Il faut absolument associer évidemment à ces travaux théoriques de recherche clinique, montrant en effet que la vaccination de 30% de la population d'une région française permettrait de réduire le pic épidémique observé dans cette région. Alors le mot pandémie, c'est vrai que ça véhicule des frayeurs, des craintes.
Oui, vous avez peut-être raison, mais pour moi, le mot pandémie, ça ne me gêne pas, parce qu'il s'applique véritablement à la situation épidémiologique. Mais vous avez peut-être raison, la perception qu'ont pu avoir les Français autour du mot pandémie a sans doute été différente. Ah bah la prochaine fois, il effraiera moins. Hein. Ah, il y a une pandémie en 68-69, rappelez-vous, cette pandémie a causé 30 000 décès. Personne ne s'en souvient. Ça n'a laissé aucune trace, ni dans les médias, ni même dans l'imaginaire collectif. Donc l'idée qu'une pandémie revienne était très attendue par les virologues et les épidémiologistes. Est-ce qu'on l'a désiré? Je vous comprends, mais chacun fait son métier. Est-ce que les politiques désirent les troubles pour venir les sauver? Est-ce que les laboratoires pharmaceutiques ont intérêt à avoir des malades pour faire des bénéfices? Alors je pensais qu'il y aurait 30 000 morts. Bon, il n'y en a eu que 300. Je me suis trompé. Ben oui, mais Monsieur Flao, il y a un urologue, là, le ministre de la Santé nous l'a dit, et un professeur retraité spécialisé en médecine tropicale, et ils ont dit qu'eux, ils se sont pas trompés. Alors c'est quand même étrange. C'est étrange qu'ils ne soient pas trompés et que ceux qui sont là pour ne pas se tromper, se soient trompés. Est-ce que les experts ne sont pas suffisamment en contact avec la réalité? Écoutez, je n'ai pas dit ou écrit une seule fois qu'il y aurait 30 000 morts, sans mettre un conditionnel. Bon. En revanche, le point que je trouve particulièrement intéressant, c'est que nous sommes, en 2010, dans un sujet où la liberté d'expression scientifique est extrêmement importante, et je trouve ça très très bien, en 2010. Alors, Philippe de Chazourne, conformément à la loi, à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58, merci de prêter serment. Je prête serment et puis en application de l'article L 4113-13 du Code de la santé publique, eh bien oui, effectivement, je n'ai aucun lien ni de près ni de loin avec l'industrie pharmaceutique. Alors, Madame la ministre de la Santé, elle est venue chez nous à La Réunion le 29 août dernier, alors qu'on était au maximum du pic épidémique. Alors, j'imagine que vous l'avez auditionné pendant 140 minutes, le 23 mars, mais elle n'a pas eu le temps de faire allusion à ce voyage. C'était quand même pourtant un voyage d'évaluation. Nous ne lui avons pas posé la question, mais on va la revoir. Cela prouve bien qu'il n'y a eu aucun retour d'expérience, que tout était déjà décidé en haut lieu. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un article dans le journal. Dégrippons, Madame la ministre. Alors, fallait-il continuer à semer la peur et la panique pour vacciner à tout prix? Était-il raisonnable de vouloir vacciner tout le monde, de harceler les professionnels de santé, les élèves infirmières, les stagiaires, de vacciner la population dans les vaccinodromes? Nous étions en 2010. Et pourquoi avoir octroyé aussi vite l'immunité juridique aux producteurs de vaccins, créant un véritable climat de suspicion dans la population? Il n'y a pas un moment où il faut assumer ses responsabilités, avouer ses erreurs et en tirer les conséquences qui s'imposent? Non? Ah, expertise, indépendance, industrie et laboratoires pharmaceutiques, stock de vaccins, etc., etc. Voilà ce que disait Madame le ministre, ici même le 23 mars. Alors la réponse vaccinale est peut-être une bonne réponse à une pandémie, condition qu'il y ait un critère de gravité et qu'on ne puisse pas traiter autrement. Nous sommes d'accord, mais le critère de gravité n'est pas celui mis en place par l'OMS. On reviendra sur cette question. Selon moi, une réponse vaccinale répond à un besoin de santé publique afin d'éviter une maladie grave. Et je ne connais pas de vaccin qui puisse protéger une population contre une absence de maladie. Alors, il paraît que vous allez avoir une nouvelle vague à La Réunion. Oui, on l'attend toujours, la nouvelle vague de H1N1. D'ailleurs, c'est pareil pour le chikungunya. Le professeur Antoine Flao nous l'a promis depuis 2006. On l'attend toujours. Puis il nous a promis aussi une deuxième vague pour le H1N1. On attend. Nous sommes des gens patients. On se base toujours sur des modèles mathématiques, mais il existe des biais. Et j'ai cru comprendre qu'il avait admis s'être trompé. Voilà. Et selon votre expérience, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles sont vos suggestions? Le problème en métropole réside dans le fait que ce sont d'abord, souvent, les interlocuteurs syndicaux. Or, les syndicats ne sont absolument pas représentatifs d'une population ni de médecins. Donc, il faut donc choisir des personnes qui ont une expertise, mais n'appartenant pas forcément aux syndicats, dont la préoccupation n'est pas toujours la santé publique.
Merci. On tiendra compte, même si nous n'allons pas sur l'île de la Réunion, mais on tiendra compte des observations que contenait votre intervention. Alors Thomas Jefferson, très grand épidémiologiste du réseau Cochrane, qui faisait référence, mais qui a depuis été vidé de ce réseau Cochrane par une certaine personne qui veut vacciner la Terre entière. Et alors lui, c'est un petit peu embêtant, c'est cette définition concernant la pandémie. Et il affirme même que ce sont des faux en écriture, parce que la définition a été modifiée et la notion de gravité a disparu. Plus récemment, nous avons eu des preuves que l'OMS modifie le contenu de ses pages web sans changer la date affichée. Ce sont des faux en écriture. Et ceux qui consacrent leur carrière à l'étude des virus et qui ont besoin d'un flux de subventions pour poursuivre cette étude doivent convaincre les bailleurs de fonds de convaincre les bailleurs de fonds de l'urgence de combattre un fléau à venir. Il s'agit parfois de terrorisme intellectuel pur et simple. Alors l'abaissement du seuil d'une pandémie et la détermination du critère de gravité sont de très bonnes choses pour les laboratoires. Pour les laboratoires qui fabriquent les vaccins, car cela permet de considérer des grippes saisonnières finalement comme des pandémies. Il faut en effet prendre le nombre de cas graves et de décès. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au sein d'une population en termes de santé publique. Alors, M. Alain Milon, rapporteur, ben oui, ils peuvent conduire les chercheurs à espérer, même de façon inconsciente, qu'une maladie arrive et faire qu'objectivement leurs intérêts aillent dans le même sens que ceux de l'industrie. On pourrait également faire des essais randomisés, sur le Tamiflu, d'une part, et l'aspirine, Tamiflu, aspirine, d'autre part, pour prévenir ou soulager les symptômes. Cela nous réserverait peut-être des surprises. Clin d'œil à 2020-21. La surveillance des vaccins est un art imparfait, très difficile à vérifier. Ils ne sont pas sans risque. Il n'y a pas d'innocuité. Monsieur Didier Raoult, directeur de l'unité mixte de recherche d'Éric Etsy à la faculté de médecine de Marseille. Mon seul objectif, est que je peux relire ce que j'ai écrit 10 ans auparavant, en étant à peu près d'accord avec ce que j'ai écrit à l'époque. Un malade ne contamine pas 300 personnes en passant dans un aéroport, un métro. Tout ça, c'est du cinéma. Cela n'existe pas. Cette chose qui a pris forme avant ce gouvernement, à l'époque de la grippe aviaire, est devenue une menace de guerre. La gestion de la vaccination dans les stades est déraisonnable. Les gens ne comprennent plus ce qui se passe. La vaccination a cessé d'être un enjeu médical pour devenir un enjeu politique. Les prises de position ont été en grande partie influencées par les opinions politiques des gens. Alors pour cela, il faut avoir des centres de compétences dans lesquels sont réunis les capacités de diagnostic, d'observation, d'épidémiologie, de soins, et qui analysent en permanence les données en disant ce qu'ils sont en train de voir. Le plus grand pôle de compétences a disparu en l'espace d'une trentaine d'années, c'était l'Institut Pasteur de Paris avec l'hôpital Pasteur et le centre du diagnostic. Lorsqu'on me demande ce qui va se passer, je commence toujours par dire « je ne sais pas », puis je donne mon opinion. Et contrairement à ce qu'on enseigne en médecine par rapport à la grippe, il faut la traiter relativement tôt par des antibiotiques. Alors, les gens qui font de la recherche sur des maladies infectieuses, oui, on sait que ce sont des situations complexes dans lesquelles il y a de multiples partenaires. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas aux modélisations ni aux projections. La modélisation est une escroquerie. Tout le monde sort son diagnostic, la grippe ou autre, mais en réalité, on ne sait rien de la plus grande cause de mortalité variable dans ce pays. Et la législation française dit que s'il y a un doute sur les effets liés à la vaccination, il doit bénéficier à celui qui a l'obligation de se faire vacciner. Alors, Monsieur Christian Perronne, mercredi 2 juin 2010, professeur en maladies infectieuses, siégeant au Conseil supérieur d'hygiène publique, dont il a eu la présidence, justement la section maladies transmissibles en 2001, président de la commission spécialisée des maladies transmissibles du Haut Conseil santé publique. Alors, depuis 2001, on peut d'ailleurs reprocher à ces structures d'avoir fait preuve d'une grande souplesse vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. La meilleure illustration en est que de nombreux vaccins reconnus par l'Agence européenne du médicament et la FSAPS, l'Agence du médicament, et qui ont d'une AMM, autorisation de mise sur le marché, n'ont pas été recommandés en France. Nous n'avons donc pas la réputation d'être un comité très perméable aux vœux de l'industrie. Peut-être même maintenant que ce monsieur en subit
certaines conséquences de ce qu'il a dit en 2010. Le Tamiflu ne fonctionne bien que si on le donne tôt, moins de 48 heures après l'apparition des symptômes. Jean-François Delfrécy, actuel président du Conseil scientifique gouvernemental, alors directeur de l'industrie de microbiologie. Je suis expert international pour le compte d'un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques. Je dirige également l'Agence nationale de recherche sur le sida, les hépatites virales, l'ANRS. J'arrêterai toute relation au niveau national, mais je garderai, pour certaines formes d'exercice, les boards internationaux, l'industrie. Je revendique comme nécessaire pour participer à la collaboration internationale. Il s'agit de Gilead. En effet, j'ai fait partie de la Fondation Roche, mais je considère que ce n'est pas un lien. Ce n'est pas un lien puisqu'il s'agit de participer à une fondation. Vous reconnaissez donc être membre du conseil scientifique de GSK et de la Fondation Roche? J'ai été conseiller, conseil scientifique de la Fondation Roche, mais je ne suis plus. Je suis encore dans le cadre de la Fondation GSK. Alors, pour démontrer l'intérêt d'un médicament, il faut en général un essai randomisé. Vous n'en trouverez pas pour démontrer l'efficacité du Tamiflu. Vous n'en trouverez pas. Alors, en second lieu, lorsqu'on compare en France les formes graves et les formes bénignes, il ressort que les premières n'ont pas été traitées par Tamiflu. Il s'agit d'études observationnelles et non d'études randomisées. Mais c'est un élément fort. Ce n'est pas un niveau de preuve considéré comme très élevé. Si, mais il a fallu un essai randomisé, français en Afrique du Sud, pour le démontrer. Mais on en avait auparavant un grand nombre d'études observationnelles. On ne peut donc plus balayer complètement l'étude observationnelle. Elle n'est pas suffisante en soi, mais elle est intéressante. Alors, après, il y a une synthèse de 163 pages réalisée par le rapporteur. Et donc, et je vous donne le numéro des pages pour que vous puissiez bien voir que ce que je dis et ce qui est écrit, rien n'a été changé par rapport au vrai texte. Alors, il en est résulté un rapport très critique sur l'action de l'OMS, sur son fonctionnement interne, qui serait caractérisé par une certaine opacité et un souci insuffisant de gérer les conflits d'intérêts. La Commission a pu s'inquiéter de certaines tendances à la pensée unique, à la pensée de groupe, qui peuvent être génératrices de biais dangereux. L'expertise ne peut pas vivre en vase clos. Non, l'expertise ne peut pas vivre en vase clos. Elle devrait aussi s'ouvrir à d'autres spécialités, même si elles paraissent un peu éloignées de la santé publique, de la médecine, si elles sont utiles au gouvernement pour guider son action, y compris dans l'urgence, quand la moindre erreur d'analyse peut avoir des conséquences graves. La nécessité de renforcer le contrôle des conflits d'intérêts qui peuvent naître des travaux des experts dans l'industrie pharmaceutique. 3 points ont été à cet égard particulièrement problématiques, dont le deuxième, le transfert à l'État de la responsabilité des producteurs de vaccins, qui semble être plus large qu'on l'avait souhaité. Alors, page 23, les 2 principales armes dont le gouvernement dispose au début d'une pandémie de grippe sont les masques et les antiviraux. Page 24, 1 milliard de masques chirurgicaux, 700 millions de masques FFP2. D'autres pays comme l'Allemagne, où une délégation de la commission d'enquête s'est rendue, n'ont pas jugé utile d'acquérir les masques, estimant que leur efficacité face au risque pandémique n'est pas évidente. Et vous voyez qu'en 2021, un petit peu différent, c'est exactement l'inverse, puisque l'Allemagne a eu ses masques et la France n'en avait plus. Le monde de la recherche, c'est un monde de compétition extrêmement féroce. Tout le monde se bat pour être le premier, pour faire son test diagnostic, parce qu'à la clé, il y a des publications, la reconnaissance professionnelle et la pérennité de l'activité. Et finalement, une pandémie, c'est l'utilisation de méthodes diagnostiques inventées par les chercheurs. Pas de pandémie, pas de test, pas de pandémie. Cette absence de référence à la notion de gravité a ainsi conduit l'OMS le 11 juin 2009 à déclarer le passage en phase 6 du plan de lutte contre la pandémie grippale, tout en reconnaissant que celle-ci était de gravité modérée. Et il y a eu beaucoup de critiques à l'égard de l'OMS, soupçonneux au mieux d'avoir surestimé le risque et recommandé aux États membres de prendre des mesures disproportionnées et d'un coût démesuré, au pire d'avoir inventé une pandémie sous l'influence des industries pharmaceutiques désireuses de rentabiliser leur investissement grâce à l'application des plans nationaux. Alors les reproches à l'OMS ont été de 3 ordres. Alors, sur l'action et les priorités de l'OMS, sur les conditions de déclaration de la pandémie et sur l'opacité de l'OMS et son incapacité
ou son manque de volonté, à gérer les conflits d'intérêts en son sein. D'ailleurs, M. Tom Jefferson, il avait observé que la grippe pandémique est ce que l'OMS décide qu'elle est. De 2003 à 2009, une pandémie a été définie par l'apparition de plusieurs épidémies simultanées à travers le monde, avec un grand nombre de décès et de maladies. Et il y a eu un changement opéré entre le 1er mai et le 9 mai 2009, faisant disparaître le critère de gravité. Toujours selon ces travaux, le contenu des pages Internet et de l'OMS a été modifié sans changer la date affichée. Alors, Madame Boudou, porte-parole de l'OMS, a justifié ce changement par la correction d'une erreur, en affirmant que la définition correcte d'une pandémie devait faire référence à l'apparition de foyers dans au moins 2 régions du monde, mais n'avait rien à voir avec la gravité ou le nombre de décès. Du coup, donc, en 2003 à 2009, une pandémie a été définie par l'apparition de plusieurs épidémies simultanées à travers le monde avec un grand nombre de décès et de maladies. Ce changement a été opéré le 1er et le 9 mai 2000. Alors, de son audition, M. Wolfgang Vaudard a cependant estimé que la déclaration de l'état de pandémie a été permise par le changement de définition en s'interrogeant sur l'influence de l'industrie pharmaceutique qui se préparait de longue date à une nouvelle pandémie grippale. Ces interrogations soulèvent la question de la gestion de l'OMS, des conflits d'intérêts entre les experts et l'industrie pharmaceutique. Et il apparaîtrait que de nombreux liens d'intérêt des experts de l'OMS ne seraient pas déclarés, travaillant alors pour des entreprises pharmaceutiques. Et le recours par l'OMS à un petit nombre d'experts également employés par l'industrie. Ah, la grippe espagnole. La référence, page 53 à la grippe espagnole comme élément de dramatisation est également contestable sur le plan médical. Ça l'avait frappé des populations pauvres, mal nourries, affaiblies par la guerre. Autre point qui posait problème pour l'OMS, c'est l'anonymat des membres du comité d'urgence, puisque finalement, on ne les connaît pas, on ne les connaissait pas. Important, l'indépendance financière de l'OMS. En 2010, le poids croissant des financements privés, 80%, y compris de fondations, dans le budget de l'OMS au détriment des contributions des États. Les contributions volontaires ont augmenté de plus de 60%. 60%. Et parmi les principaux contributeurs de dotations extra-budgétaires, la première entreprise privée en 10e place était le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly. Et par ailleurs, certaines fondations, comme la fondation Gates, 13e dans ce classement, ont des liens connus avec l'industrie pharmaceutique. Alors, cette épidémiologie, PAS 72, a depuis le XXe siècle fait une place croissante aux modèles mathématiques afin de déterminer ces hypothèses concernant la diffusion et l'impact d'un virus. Concrètement, cette formule est censée permettre la détermination du nombre de personnes susceptibles d'être infectées par une personne malade. Donc, à charge de l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, de l'INSERM, et M. Antoine Flahault, le revoilà, directeur de l'AH Santé publique de Rennes. Si seul le premier a été servi à formuler des officiels, tous deux ont systématiquement surestimé les effets du virus, incitant les pouvoirs publics à persévérer dans l'idée que la vaccination de l'ensemble de la population était nécessaire. M. Flahault, pour sa part, estimait en mai 2009 que le virus pourrait tuer 30 000 personnes en France. 30 000. Or, les données cliniques recueillies à ce jour, 2010, dénombrent 312 morts. M. Flahault lui-même regrette d'ailleurs que, ah ouais, mais quand nous présentons des scénarios possibles, nous apparaissons comme des prévisionnistes, alors que non, comme il l'a souligné lors de son audition, on ne peut pas fonder une politique sur un modèle purement théorique. L'estimation la plus optimiste du modèle de l'INVS-INSERM s'est révélée près de 20 fois supérieure à la mortalité réelle. Et par rapport à cette vaccination de masse, une vaccination de masse ne présente d'intérêt collectif que si elle est achevée avant l'arrivée du virus. Afin d'obtenir un effet barrière qui empêche la circulation au sein de la population. Une fois le virus circulant, la vaccination présente un intérêt pour la protection individuelle des personnes. En 2010, ça a changé en 2020-2021. Alors, on ne peut pas accepter les propos des secrétaires généraux successifs du LEM, de l'Agence du médicament, pour qui
un expert sans conflit d'intérêt et sans intérêt. Un expert sans conflit d'intérêt et sans intérêt. C'est une phrase très forte. Alors voilà, ce rapport donc qui était présenté au Sénat dans sa session extraordinaire 2009-2010, en fait, c'était le titre entier, c'était le rapport de la commission d'enquête sur le rôle des firmes pharmaceutiques dans la gestion par le gouvernement de la grippe H1N1. Vous dites ça aujourd'hui, ben vous êtes censuré. Ce qui a été le cas, on l'a dit tout à l'heure, que c'est un des arguments de censure des chaînes YouTube, etc. Les dividendes de la peur, paru dans Ouest France le 13 août 2010. Le titre est assez explicite pour ne pas vous détailler le détail. Et cette censure, qui fera l'objet probablement d'une capsule un de ces prochains jeudis, pour bien montrer ce que c'est qu'une censure, en 2020, on aurait censuré ce rapport du Sénat, parce que finalement, beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui de la crise Covid ne font que répéter ce qu'ont dit les orateurs au Sénat. Alors pour conclure, je voudrais faire des remerciements. Alors merci aux experts encensés d'hier d'être devenus les complotistes et gourous d'aujourd'hui. Merci aux conflits d'intérêts tendant de se cacher hier, non, d'être à la lumière ces derniers mois. On ne se cache plus. Merci à ceux qui se sont trompés, qui nous ont trompés d'hier, d'avoir exercé et d'exercer encore leur talent de peur sur les médias traditionnels. Alors merci à la NRS qui s'occupait avant de sida et d'hépatite et devenu tout par hasard le 1er janvier 2021 en ANRS qui devient ANRS. Sauf que c'est maintenant maladie infectieuse réémergente. Certaines personnes peuvent en voir un début d'actions diverses autres que simplement le sida et les hépatites virales, puisqu'ils vont avoir en charge de toutes ces maladies réémergentes, dont la Covid. Et d'avoir laissé d'ailleurs la même gouvernance avec une fusion avec Reacting. Reacting, c'est ce centre de recherche, cette gouvernance pour faire de la recherche en France sans laquelle aucune recherche ne peut être faite. C'est drôle, c'est toujours les mêmes gens. Alors bravo, franchement bravo à la fondation Bill Gates. Vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous avais dit, enfin, dans le rapport du Sénat, 13e place en termes de contribution financière à l'OMS en 2010. C'était la diapositive numéro 55. Deuxième place, bravo à la fondation Bill Gates. Deuxième place actuellement, juste après les États-Unis. La fondation Gates est le deuxième contributeur direct au budget de l'OMS. Vous dites ça aujourd'hui, c'est censuré. C'est censuré. Vous avez tous les liens qui le montrent, même le décodeur du monde, même les décodeurs du monde le disent, pour vous dire. Alors moi, je voudrais faire un hommage quand même à notre regretté et courageux François Autain, qui était donc le président de cette commission d'enquête. Mais quid pour le remplacer et demander une prochaine commission d'enquête? Quid? Alors on pourrait l'appeler commission d'enquête sur le rôle des firmes pharmaceutiques dans la gestion par le gouvernement de la gestion de la crise par le coronavirus 2019, 2020, 2021. Alors, qui serait créé sur la demande de quel groupe? Quel groupe parlementaire? Assemblée nationale, Sénat, quel groupe va être capable de demander un nouveau rapport? Voilà, alors je vous remercie de rester éveillé jusqu'au bout. À la réunion, il est minuit. Donc, et puis, bon, si vous avez quelques questions, l'intérêt, si vous voulez, c'est de bien voir que tous les diapositives, aucune n'est de moi. C'est tout repris de ces deux grands bouquins que vous retrouvez avec un certain nombre de liens sur le site du Sénat. Et voilà, donc si vous avez des questions, on peut en reparler. Puis je vous remercie de votre attention. Merci, je crois que ça devrait être la lecture de chevet finalement de tous nos décideurs, parce que ça pourrait les inspirer. Et puis tu nous l'as très bien raconté, effectivement, comme une pièce de théâtre, à la fois un peu cynique, un peu grotesque, un peu absurde, un peu tragique aussi, surtout dans sa réitération. Donc là, on est dans différences et répétitions, l'anamorphose baroque reprise plusieurs fois. Donc on est à la fois étonné et à la fois pas vraiment surpris. J'avais lu le rapport de 160 pages, moi, le digest, mais j'avais pas pu voir tout le côté croustillant du verbatim des différents interlocuteurs. Donc, merci beaucoup, Philippe, de nous avoir mis ça sous les yeux. C'est extrêmement intéressant. Alors, si vous voulez la suite, ça se trouve dans un article de l'EMSID qui s'intitule « Simulation de pandémie », et vous verrez comme le scénario s'est affiné entre 2009 et 2017, parce qu'en 2017, il y a un beau scénario de pandémie qui ressemble beaucoup à la pandémie actuelle. Voilà. T'as pas de micro, Vincent?
Oui, pardon, désolé. Oui, merci Philippe donc de nous avoir présenté effectivement eh bien ce rapport 685 du Sénat qui est passionnant et heureusement que tu as rappelé à plusieurs fois que tu étais effectivement on était en 2010 parce que sinon effectivement on se serait bien cru en 2020, en 2021 les mêmes personnages, les mêmes méthodes, les mêmes conflits d'intérêts, déjà Delfrécy, déjà Antoine Flahault, déjà l'école de santé publique de Rennes. Hein. Je rappelle que c'est eux qui ont fait un article formidable qui avait montré que le confinement sauvait 61 739 morts, hein, pas de plus, pas de moins. Donc ils étaient déjà à la baguette. Les fausses simulations, je rappelle que tu as rappelé l'audition de Wolfgang Vaudard qui disait que parmi les experts cachés de l'OMS, parce que l'OMS avait caché un certain nombre d'experts, il y avait déjà un certain Neil Ferguson également, donc c'est dans le rapport du Sénat. Donc tout était déjà là, et effectivement, on sent bien que ce qui a sauvé peut-être en 2010 d'avoir eh bien 10 ans à l'avance le scénario du Covid, c'était tout simplement que le H1N1 a fini par disparaître. On ne sait pas trop comment. Comme le rappelait le professeur Raoult, effectivement, et que savent bien tous les virologues, évidemment, les virus sont souvent imprévisibles. Et donc, on peut penser que c'est ce qui nous avait sauvé à l'époque de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais évidemment, tout était dans les tuyaux. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, voilà. Je fais un petit appel à tous ceux qui nous écoutent d'en faire une pièce de théâtre. En fait, ça paraît suffisamment bon en fait comme texte, suffisamment subtil. Bien, vous avez vu les réponses d'Antoine Flahault, les réponses de Roselyne Bachelot sont succulentes quoi. On dirait presque des personnages de Molière. Donc, je crois que vraiment si nos artistes peuvent en faire des pièces de théâtre pour Avignon, pour le Avignon Off et pour tous les temps à venir et les faire sur les places. Pour que les gens voient ce qui s'est passé, ça n'est que la triste réalité, quoi. Et pourtant, c'est digne d'une pièce de théâtre. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Louis. Ça mériterait vraiment une pièce de théâtre. C'est une excellente idée que tu viens de donner ici. J'espère que des metteurs en scène sauront effectivement s'en saisir parce qu'il y a vraiment de quoi faire quelque chose d'intéressant.